C'est pour cela que le gouvernement du président Ouattara ne peut pas corriger la cherté de la vie. Il n'a pas les capacités. Vous ne pouvez pas vendre du café cacao et développer un pays. Ce n'est pas possible. Très bien. Voilà. D'abord, moi, je voudrais poser une question par rapport à l'ambiance au sein de la CAPSI. Je sais que vous êtes engagé, vous êtes un membre fondateur de la CAPSI. Récemment, le PDCRDA, qui est un partenaire aussi de la CAPSI, est allé avec le PPACI former un front commun. On a vu que certains membres fondateurs de la CAPSI avaient des sons discordants par rapport à si j'avais été informé ou pas. Aujourd'hui, est-ce que vous avez été informé comme certains autres membres de la CAPSI de ce front commun avant qu'il ne soit mis en place? Vous savez, j'ai beaucoup de respect pour Mme Simone et Yves Gbagbo. Lorsqu'elle nous a contactés, c'était pour nous dire qu'il faut se battre pour la démocratie. Il nous faut un engagement, rencontrer le chef de l'État d'abord, les réformes, la RLE, et puis nous nous battons aussi pour que Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, Blé Goudé, Soro Guillaume et Thiam soient candidats. Au départ, nous avons compris que c'était une lutte commune. C'est pour cela que le Renouveau démocratique a rejoint ce groupe. Il a fallu trouver le nom de ce groupe. Et il fallait trouver un leader. Apparemment, Mme Simone Gbagbo, qui a pris tout son temps, au moins 15 partis politiques, et ils sont maintenant 24, logiquement, il devait être à la tête de ce groupe. Alors, à une réunion, M. Thiam envoie son vice-président pour nous dire qu'ils veulent prendre la tête du groupe. Nous étions en minorité parce que le Renouveau démocratique a demandé qu'il y ait une élection. Nous sommes 15 membres fondateurs égaux. M. Thiam veut prendre la tête. J'ai demandé qu'on ait une élection, on m'a dit non, on va aller vite. On est en minorité. Bon, il n'y a pas de problème. Je leur ai fait comprendre, M. Thiam était assis même en face, je leur ai dit, M. Thiam, c'est très grave. Parce que si vous voulez aller gouverner un pays de 30 millions d'habitants, il faut commencer par là, dans ce petit groupe de 15, il faut une démocratie. Parce que dehors, c'est une démocratie, il faut des élections. C'est passé. On n'a pas eu de problème avec ça. Le deuxième élément, c'est que M. Thiam devrait parler à la réunion de Yopougon, à la sortie de Yopougon. On n'était pas informé. Il a parlé par vidéoconférence? Non, pas vidéoconférence, on n'était pas informé. On devait être informé, on n'a pas été informé. Nous avons avalé. Le troisième élément, nous apprenons un jeudi qu'il y a un front commun. Excusez-moi, je reviens là-dessus. Mais qui était informé alors à ce moment-là? Ah mais moi je ne suis pas informé. Moi je n'étais pas informé. Le Renouveau démocratique, on n'était pas informé. Ok, allez-y. Voilà. Très bien, allez-y. Vote, hein, parce que j'ai pas compris s'il y avait eu vote finalement ou pas. Il n'y a pas eu de vote. Il n'y a pas eu de vote. Il n'y a pas eu de vote. Non, il n'y a pas eu de vote. Monsieur Tidiane Tam a été nommé, il n'y a pas eu de vote. Voilà. Et puis, on apprend que le fonds a été mis en place sans nous consulter. D'abord, c'est un manque de respect. À partir du moment où vous voulez diriger un pays comme la Côte d'Ivoire de 30 millions d'habitants, et que vous avez des personnes qui ont mis une confiance à vous, la moindre des choses, c'était de nous informer avant de sortir. Il ne nous a pas dit. Et c'était encore grave. C'est qu'il y avait eu des démarches, 2 ou 3, 4 mois peut-être au préalable. On n'était pas informé. Démarche de qui envers qui? Démarche de M. Tidiane Thiam et le PPACI. On n'était pas informé. Bon, vous formez ce front pour faire c'est la même lutte que nous faisons. Pour moi, c'était quand même grave. Nous ne sommes pas venus en Côte d'Ivoire pour voir ça. Notre génération, nous sommes en train d'avoir une transition. La transition de la génération du président Ouattara et du président Laurent Gbagbo. C'est soit en octobre, soit c'est dans 5 ans. Notre génération, il faut qu'on se débarrasse de tout ça. La Côte d'Ivoire doit être démocratique. La Côte d'Ivoire doit avoir un nouveau modèle économique. Si nous n'avons pas ça, je vous garantis que nous allons avoir les prochains 65 ans dans les difficultés économiques que nous avons et sans démocratie. On se débarrasse du système, vous voulez dire. Voilà. Très bien. Donc finalement, vous êtes toujours dans la CAPSI, oui ou non? Non, nous ne sommes plus dans la CAPSI. Vous n'êtes plus dans la CAPSI. Ok. L'autre question que je voulais poser, c'était par rapport aux différents kits. Nous sommes en pleine phase de collecte de parrainage sur le terrain. On a vu que la CEI a remis à tous les candidats les 100 terminaux pour leur coordonnateur pour aller sur le terrain. Vous avez reçu les vôtres? Oui. Aujourd'hui, est-ce qu'on a vu quand même qu'un candidat dit qu'il y a quand même un challenge par rapport à l'opérationnalité? Et à votre niveau, est-ce que vous avez testé ces terminaux-là? Est-ce qu'il y a des difficultés ou bien est-ce que c'est aisé? D'abord, nous avons envoyé le coordinateur à la CEI. Et apparemment, il paraît même que les agents de la CEI ont des difficultés à manipuler cet appareil. Ça fait 1. Et les 2, bon, nous avons des coordinateurs départementaux, nous en avons régionaux et préfectoraux. Bon, on nous donne que 100 kits. Entre autres, nous avons déjà fait comprendre à ceux que nous avons
commencer à échanger avec pour pouvoir avoir comme parrainage. Et quand vous leur parlez de dire que vous allez prendre les photos, c'est déjà un problème. D'abord, vous avez les photos pour la reconnaissance faciale. Voilà, et c'est un problème, ce serait un problème. Sur la question, vous voulez comprendre, vous disiez que le président fondateur n'était pas démocratique. Non, il n'était pas démocrate. n'était pas démocrate, oui. Alors j'essaie de comprendre. Nous avons passé 33 ans sans une démocratie. Justement, c'est cet héritage que nous sommes en train de gérer. Ça veut dire quoi sans une démocratie? On avait des élections dans un parti unique. Ce n'était pas de la démocratie. Et nous avons eu ça jusqu'à 33 ans. Et puis après, nous avons eu le président Bédié qui est arrivé. Et puis bon, là, un matin, on lance un mandat d'arrêt international illégal, d'ailleurs, je dirais, contre le président Ouattara. Et en 95, 99, nous avons encore eu un coup d'État militaire. Ce pays n'a jamais réellement eu de la démocratie. Ça n'a jamais existé. Et parce que nous, quand on était au collège, on pensait que c'était un pays démocratique. Jusqu'à ce que Laurent Gbagbo nous dise, quand on était devenu universitaire, nous étions les premiers étudiants à supporter Laurent Gbagbo dans le débat de sa vie politique. Et nous dit, mais il n'y a pas de démocratie dans un parti unique. On ne comprenait pas ça au collège d'Adjamé. Mais à l'université, c'est vrai. Ce pays n'a jamais été un pays démocratique. Tant que nous ne partirons pas vers la démocratie, nous allons avoir des difficultés. Les pays développés ont quelque chose en commun, c'est des pays démocratiques. Si vous n'avez pas ça, vous allez avoir toujours des difficultés. Et au renouveau démocratique, nous avons compris pourquoi. La pauvreté. On a créé une société de privilégiés. C'est quand on est au gouvernement qu'on s'en sort. Alors tout le monde veut y aller, et finalement, quand on y va, on s'accroche, on change les lois, on fait tout pour y rester. Ceux qu'on a éjectés veulent revenir à tout prix. On a en permanence des clashs. Ce que nous proposons au niveau démocratique, c'est de changer le modèle économique, permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir un niveau de vie élevé, et vous allez voir que tout cela va disparaître. Très bien. Et la pauvreté est le centre. Très bien. Vous nous dites que toutes les élections que la Côte d'Ivoire a connues, à part l'ère Houphouët, n'ont pas été démocratiques jusqu'à aujourd'hui. Et avec vous, on aura donc cette ère de démocratie en Côte d'Ivoire. Mais il faut absolument qu'on croie à la démocratie. Si nous n'arrivons pas à instituer une démocratie en Côte d'Ivoire et le modèle économique, je vous garantis que les mêmes problèmes que nous avons dans les prochains 105 ans, nous allons les avoir. Très bien. En fait, en 2020, il y a eu une réforme parce que les pays membres de l'UEMOA voulaient aller vers l'éco. Et cette réforme-là a mis fin à l'obligation de dépôt des réserves à la Banque de France et a fermé le compte d'opération en fait, qui lui avait pour mission essentielle de garantir la convertibilité du franc CFA. Ça veut dire que ce sont les pays membres de l'UEMOA qui ont dit que nous n'avons pas de devise. Et l'euro est une devise, donc nous avons besoin d'assurer la convertibilité de nos francs locaux, et en l'occurrence c'était le franc CFA, sur la scène internationale pour faire des comptes, pour faire des opérations sur ce compte-là. Mais maintenant, il y a eu ce communiqué de la France et des pays de l'UEMOA qui a mis fin à l'obligation de déposer 50% des réserves à la Banque de France. C'était un petit éclairage que je voulais faire. Mais ma question, c'est sur quelque chose de plus pratique. Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour réduire le chômage et créer des emplois en Côte d'Ivoire si vous êtes élu président de la République? Alors je voudrais préciser qu'il nous reste 5 minutes dû à la pause, mais dans tous les cas on pourra vous réinviter pour terminer notre entretien. Madame, la question monétaire, c'est la question centrale. La Côte d'Ivoire, là où la Côte d'Ivoire est parce que la France a asphyxié notre économie. Même ce changement dont vous avez parlé en 2024, 2020, qu'est-ce qu'on fait de ces fonds? Qu'est-ce que le gouverneur fait de ces fonds? On les dépose à l'OCDE sous prétexte que c'est une façon de protéger, comment on appelle, de garantie, de protéger ce dollar. Alors qu'une monnaie, il faut diversifier, il faut l'investir. Il y a des investissements à haut risque, il y a des investissements à bas risque. C'est la moyenne. Par exemple, si j'investis 15-20% de revenus d'investissement, ça veut dire que c'est haut risque. Je prends des investissements à 3, 4, 5%, je fais une moyenne de 8%. C'est pas ce que nous avons. L'éco, la France est toujours présente. Pourquoi? Nous n'avons pas besoin de la France dans la question monétaire. Le billet, le CFA n'a pas besoin d'être imprimé en France. Nous avons des difficultés sur ce niveau. Il faut sortir de là, battre nous-mêmes notre monnaie, parce que si vous ne maîtrisez pas votre monnaie, vous ne maîtrisez rien. Est-ce que vous savez qu'il suffit d'un courrier du ministre des Finances pour sortir? Est-ce que vous savez qu'il suffit d'un courrier du ministre des Finances pour ne plus
faire battre monnaie ailleurs, parce que ce sont les conditions de sécurité qui font battre monnaie ailleurs. Vous savez que les pays de l'AES continuent de faire battre leur monnaie en Europe alors que rien ne les y oblige. Et ensuite, est-ce que vous savez qu'il suffit d'un courrier du ministre des Finances pour reprendre les fonds? C'est ce que la France nous a dit, madame, depuis très longtemps, que vous pouvez battre votre monnaie, vous pouvez sortir de ça. Tous ceux qui ont essayé ont eu des coups d'État militaires sont partis. La France n'a jamais voulu se débarrasser de ça. La France vit de ça. Il y a une cartographie économique qui a été mise en France depuis 1800 qui existe jusqu'à nos jours. La France vit, dépend de ses colonies, des anciennes colonies. Est-ce que vous savez que nous ne sommes toujours pas indépendants? L'accord de 1950 qui a été signé par Houphouët-Boigny est toujours présent. Nous allons sortir de là parce que c'était signé en 1959, nous n'étions pas encore indépendants. Madame, la France a fixé notre économie. La France est notre problème. Si on ne veut pas reconnaître ça et changer, nous voulons avoir des rapports avec la France, mais dans un contexte différent. La France est industrielle. Nous voulons les industrialiser. Il y aura une relation. On ne veut pas tourner la page sur la France. Mais la France doit pouvoir comprendre que les pays africains, les 14 pays, surtout la Côte d'Ivoire, on doit se développer sans elle. Très bien. Alors, ce qu'on va faire, Marius, juste un mot. Juste un mot. Et puis la promesse, parce qu'on a eu un challenge technique qui nous a pris maxi 7 minutes de son, mais c'est une promesse que vous serez réinvité. Alors, je vous donne la capacité de lancer donc, votre appel aux Ivoiriens qui sont donc censés vous apporter leur vote. Voilà. Je voudrais dire aux Ivoiriens de ne pas désespérer. Et moi, je commence à comprendre que 54 pays africains, pendant combien d'années, 65 ans, ne sont toujours pas développés. Aucun pays n'est développé. Quelque part, je pense à un problème spirituel. Moi, chez moi, c'est un combat spirituel. Mais les pays africains, nous avons des difficultés. D'abord, il y a 3 niveaux. Il y a la Banque mondiale, c'est étonnant quand je vous dis la Banque mondiale. Il y a nous-mêmes et la France. Tant qu'on n'arrive pas à chercher à résoudre ce problème, qu'on s'entend collectivement... N'oubliez pas le FMI aussi. Pardon, et ça, Banque mondiale, FMI, c'est ça. Il faudrait qu'on s'entende ensemble qu'il y ait un problème à ce niveau et chaque parti politique va proposer des solutions pour sortir de là. Le modèle économique que nous avons, si nous ne sortons pas de ça, nous n'allons pas nous en sortir.